Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 13 juillet. La diplomatie reléguée au second plan au Moyen-Orient, Américains et Iraniens multiplient les frappes et les menaces de part et d'autre. L'Iran rejette toute forme d'ingérence américaine dans le contrôle du détroit d'Ormuz au moment où Donald Trump annonce rétablir le blocus de la navigation iranienne dans le Golfe. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant ce lundi au moins un martyr dans le camp de réfugiés d'Al-Marazi au centre. Et puis le bilan des victimes des inondations au Bangladesh revu à la hausse. Les autorités font état d'au moins 54 morts dans le sud-est du pays et plus d'1 million de personnes isolées. Bonsoir à tous. La situation au Moyen-Orient est toujours dans l'impasse, les armes ayant repris le dessus sur la diplomatie. Les États-Unis ont lancé ce lundi des drones marins d'attaque unidirectionnelle contre le port iranien de Bandar Abbas, après avoir visé notamment des systèmes aériens de défense aérienne iranienne. En représailles, les gardiens de la révolution islamique ont dit avoir bombardé des installations américaines situées dans des pays du Golfe. Le point sur la situation avec Amal Amzian Zitouni. Le calme aura été de courte durée au Moyen-Orient. Après plusieurs semaines d'accalmie, le fragile cessez-le-feu conclu le 8 avril est désormais rompu. Les frappes américaines et iraniennes se multiplient, faisant voler en éclats le protocole d'accord conclu à la mi-juin. Les États-Unis ont mené dimanche une nouvelle vague de frappes contre des cibles iraniennes, une opération présentée par Washington comme une réponse aux attaques visant la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. Selon l'armée américaine, ces frappes avaient pour objectif de réduire les capacités de l'Iran à cibler le trafic maritime international dans cette zone stratégique. La riposte iranienne n'a pas tardé. Dans la nuit de dimanche à lundi, Téhéran a lancé une offensive d'ampleur avec des drones et des missiles contre plusieurs bases militaires américaines dans la région du Golfe. Des explosions ont été signalées autour de plusieurs installations américaines, notamment une base aérienne en Jordanie, ainsi que des sites militaires au Bahreïn et au Koweït. Des détonations ont également été entendues jusqu'aux abords de la frontière irakienne. Pour Téhéran, les dernières frappes américaines rendent désormais les perspectives de cessez-le-feu difficiles, affirmant que les hostilités pourraient reprendre. Cette nouvelle escalade intervient alors que le détroit d'Ormuz reste au cœur des préoccupations, une zone stratégique où se joue désormais une partie de l'équilibre régional, tandis que les échanges de frappes entre Washington et Téhéran font craindre une extension du conflit au-delà des frontières iraniennes. Et s'agissant de la navigation dans le détroit d'Ormuz, le gouvernement iranien a accusé ce lundi les États-Unis d'exercer des pressions sur le sultanat d'Oman dans le but d'entraver les efforts irano-omanais pour conclure un mécanisme commun portant sur la régulation du trafic maritime dans ce passage stratégique. Au terme de l'article 5 du mémorandum d'entente, nous étions efforcés de collaborer avec Oman afin d'établir un mécanisme garantissant le passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz. Malheureusement, cela n'a pas abouti en raison des pressions ouvertes et dissimulées exercées par les États-Unis sur Oman. Nous n'hésiterons pas à nous défendre. Toute zone ou partie d'un pays utilisé pour lancer des attaques contre la République islamique d'Iran sera naturellement soumise aux mesures de défense iraniennes. Téhéran a par ailleurs menacé de ne plus respecter le protocole d'accord si les États-Unis ne respectent pas leurs engagements. Rendre justice et venger le sang du dirigeant martyr et de chaque Iranien blessé ou tué lors des attaques militaires américaines et israéliennes est un principe fondamental et une exigence partagée par le peuple. L'État a une responsabilité claire à cet égard. Le ministère des Affaires étrangères participe à ce processus au niveau international. Nous utiliserons tous les mécanismes juridiques et internationaux disponibles, tant pour documenter ces crimes, pour que justice
se soit faite. Et Téhéran a aussi promis de venger ces martyrs, jurant de faire payer les États-Unis pour chaque frappe ayant tué des civils iraniens. Si l'on examine les 14 dispositions du mémorandum d'entente, on constate que les Américains, d'une manière ou d'une autre, ont dénaturé plusieurs parties en si peu de temps. Dès le départ, nous avons affirmé que les engagements seraient respectés. Nous ne remplirons nos obligations que si l'autre partie respecte les siens. Nous l'avons démontré dans les faits. Partout où l'autre partie a violé l'accord, nous n'avons pas respecté nos engagements. Et dans ce contexte d'instabilité, nombre d'Iraniens croient que le retour à la guerre est inévitable, accusant les États-Unis de n'avoir respecté aucun de leurs engagements vis-à-vis de l'Iran. La guerre va assurément reprendre. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'ils oseront entrer dans les villes car ils ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part de l'Iran. Ils nous prenaient pour l'Afghanistan ou la Libye. Les hostilités n'atteindront peut-être pas les villes, mais elles reprendront dans le détroit d'Ormuz. Et contrairement à leurs prévisions, nous ne perdrons pas le contrôle du détroit cette fois-ci. En réalité, nous attaquons des bases militaires que ces pays voisins ont autrefois permis aux États-Unis d'établir en vue de nous attaquer aujourd'hui. Nous n'attaquons pas ces pays. Ils devraient comprendre que lorsqu'ils ont autorisé les États-Unis à installer des bases militaires sur leur territoire pour menacer l'intégrité territoriale de l'Iran, ils auraient dû s'attendre à un jour comme celui-ci. Je pense que les tensions persisteront jusqu'à ce que les États-Unis déploient des forces terrestres, s'emparent de l'île de Kark et atteignent leurs objectifs. S'ils parviennent également à s'emparer du détroit d'Ormuz et à le rouvrir, je pense qu'ils ne resteront pas là. Personnellement, j'aurais souhaité que ça les rage. Pour sa part, le commandement militaire iranien a mis en garde contre d'éventuelles ingérences des États-Unis au détroit d'Ormuz, précisant que toute tentative de l'armée américaine d'organiser un transit par le détroit en dehors des voies désignées par Téhéran et sans coordination avec les forces armées iraniennes se heurterait à une forte résistance. برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفت. ماجراجویی‌ها Les actions hostiles des États-Unis visant à s'ingérer dans la gestion du détroit d'Ormuz ont gravement mis en péril la sécurité régionale, le commerce international et le passage des pétroliers. Malheureusement, la coopération de certains pays de la région a également accru le risque de propagation de la guerre à l'ensemble de la région. En conséquence, il est annoncé par la présente que suite à nos avertissements précédents, nous ne permettrons en aucun cas aux États-Unis de s'ingérer dans la gestion du détroit d'Ormuz et nous ne leur permettrons pas. Les forces armées de la République islamique d'Iran réagiront avec fermeté à toute entrave au passage des navires commerciaux et des pétroliers par les forces militaires américaines. Et le président américain ne semble pas l'entendre de cette oreille. Donald Trump a affirmé que les États-Unis prenaient le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'ils seraient rémunérés pour assurer la protection de cette voie maritime stratégique qui cristallise les affrontements avec l'Iran. Le président américain Donald Trump a aussi souligné que les États-Unis rétablissaient leur blocus de la navigation iranienne dans le Golfe et veilleraient à ce que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Sur le terrain, le nombre de navires transitant par le détroit d'Ormuz a atteint hier son plus bas niveau depuis plusieurs semaines, selon les données maritimes, alors que les frappes renouvelées entre les États-Unis et l'Iran et les attaques contre des navires au Moyen-Orient ont accru les préoccupations en matière de sécurité. Seulement 6 navires ont franchi le détroit, selon les données de suivi des navires de Kepler, soit le nombre le plus bas en 5 semaines.
Et alors que les États-Unis et l'Iran affirment tous deux contrôler le détroit d'Ormuz, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a plaidé ce lundi pour la liberté de navigation. Le protocole d'accord existe, mais il n'est pas vraiment appliqué. Nous discutons des mesures supplémentaires à prendre, des messages à faire passer pour que le détroit d'Ormuz soit ouvert et que la liberté de navigation soit respectée. Il ne saurait y avoir de péage ni de redevance pour la navigation dans ce détroit. Actuellement, l'Iran affirme qu'il n'accepte aucune intervention extérieure dans le détroit d'Ormuz. Il est donc indispensable de parvenir à un accord concret et durable. Ensuite, bien sûr, tout pourra avancer. J'ai toujours plaidé en faveur de l'opération Aspide, déjà en place, opérationnelle et dotée d'un mandat. Il suffit d'adapter son plan d'action. La reprise des hostilités et les nouvelles frappes américaines en Iran ont provoqué un net repli des marchés boursiers, une hausse des rendements obligataires et un bond d'environ 3% des cours du pétrole. Les investisseurs craignent qu'une inflation durable liée au prix de l'énergie ne force la Réserve fédérale à maintenir des taux directeurs élevés, pénalisant les valeurs technologiques. Amal Amazian Zitouni. Le réveil ce lundi a été difficile pour les marchés alors que les États-Unis et l'Iran ont repris leur frappe le week-end. Les bourses mondiales ont flanché et le pétrole a grimpé de 3% après la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui a ravivé les risques d'inflation à l'échelle mondiale. Les marchés boursiers asiatiques reculent. Au Japon, l'indice de référence Nikkei 225 a reculé de 0,21% après l'ouverture du marché. En Corée du Sud, l'indice de référence Kospi a ouvert en baisse de 63,91 points. L'indice composite de Shanghai, SSE, a lui aussi ouvert en baisse de 30,14 points, soit 0,75%. La plupart des actions européennes débutent la semaine en baisse. L'indice pan-européen Stoxx 600 était en déclin de 0,09%. Après avoir enregistré vendredi sa plus forte perte hebdomadaire depuis fin avril. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 3% lundi. Le rebond du prix du pétrole a fait grimper les valeurs énergétiques du Stoxx 600 de 1%. En conséquence, les actions du secteur du voyage et des loisirs ont perdu 0,6% et ont figuré parmi les secteurs les moins performants. Lufthansa, Ryanair et TUI chutant entre 1,2 et 2,3%. Le secteur technologique a également subi des pressions, reculant de 0,9% suivant la tendance baissière de ses homologues asiatiques, après que les actions SK Hynix cotées en Corée du Sud ont perdu 15,3% suite à leur entrée en bourse sur le Nasdaq vendredi. Pour ce qui est de la bourse américaine, le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en baisse ce lundi, alors qu'une nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran dans le Golfe a fait grimper les prix du pétrole et a inquiété les investisseurs, tandis que les actions des semi-conducteurs ont également subi des pressions. Avec le retour des enjeux géopolitiques au premier plan, la politique monétaire mondiale sera également scrutée de près par les investisseurs. Je vous le disais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant ce lundi au moins un martyr suite à une frappe contre une maison au camp de réfugiés d'Al-Marazi dans le centre de l'enclave palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 231 martyrs et 173 686 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Dans l'actualité aussi, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu les condoléances de dirigeants étrangers et de dignitaires qataris ce lundi au lendemain du décès de son père, l'ancien émir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, comme le montrent ces images diffusées par le Diwan qatari, le plus haut organe gouvernemental du pays.
Le réchauffement diplomatique entre Alger et Bamako continue de faire couler l'encre. Le quotidien nigérien d'information, L'Enquêteur, a d'ailleurs consacré dans sa une un article sur cet épisode intitulé Algérie-Mali, le coup de maître diplomatique du président Tebboune. Le journal a notamment salué ce réchauffement diplomatique éclair survenu après des mois de tension et de silence radio. Le président algérien ayant remis les pendules à l'heure, retour des ambassadeurs, cieux ouverts et une main tendue qui replace l'Algérie au centre du jeu sahélien. L'enquêteur voit dans ce dégel un acte de souveraineté et de clairvoyance loin des ingérences étrangères, une leçon de diplomatie made in Algeria. Dans l'actualité aussi, le ministre d'État, ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a procédé ce lundi à Alger à l'installation d'Abdelkader Cherfaoui en qualité de nouveau président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, Al-Naft, en remplacement de Samir Barti. À cette occasion, Arkab a indiqué que cette installation s'inscrivait dans la dynamique continue que connaît le secteur des hydrocarbures en concrétisation de la vision stratégique du président algérien Abdelmadjid Tebboune. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer aujourd'hui pour procéder à la nomination de M. Abdelkader Cherfaoui au poste de président par intérim de l'Agence nationale Al-Naft en remplacement de M. Samir Belhati. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une dynamique continue qu'a connue le secteur des hydrocarbures, concrétisant ainsi la vision stratégique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Celle-ci vise à renforcer la sécurité énergétique, à promouvoir l'investissement, à valoriser nos ressources naturelles et à consolider la place de l'Algérie comme un partenaire fiable et efficace sur les marchés énergétiques régionaux et internationaux. En matière de coopération, le ministre d'État, ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce lundi à Alger le PDG de la société norvégienne ICA Finance, Matthew Harwood, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération, notamment dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de méthane, de la décarbonation, des technologies de captage et de stockage du carbone, mais aussi de bénéficier de l'expertise norvégienne dans le développement de solutions technologiques à faible émission en appui aux efforts de l'Algérie en matière de transition énergétique et de développement durable. En parlant d'énergie, la géopolitique gazière en Méditerranée connaît ces derniers mois une profonde reconfiguration. Au cœur de cette recomposition de la carte du gaz dans le bassin méditerranéen, l'Algérie s'impose comme un acteur clé, consolidant sa position de principal fournisseur de gaz naturel de l'Espagne en 2026. Ces exportations vers ce pays ont atteint un volume impressionnant, évalué à 13 367 gigawattheures au cours du mois de mai dernier, enregistrant ainsi une augmentation de plus de 64% par rapport à la même période de l'année précédente, selon des statistiques récentes de la Corporation des réserves stratégiques de produits pétroliers, CORES. Cela représente 42,7% du total des importations espagnoles de gaz au cours de ce mois, selon cet organisme espagnol. Je vous en parlais en titre. Au Bangladesh, au moins 54 personnes ont été tuées dans le sud-est du pays après de fortes inondations, selon le ministère de la Gestion des catastrophes. Les inondations et les glissements de terrain ayant isolé plus d'1 million de personnes. Cela fait 3 jours que beaucoup ont quitté leur foyer pour se réfugier dans des endroits plus sûrs. Les gens meurent de faim. Les représentants du gouvernement local sont absents. Se déplacer est devenu difficile et la nourriture reste un problème constant. Ces personnes sont des journaliers. Elles sont bloquées ici depuis 5 ou 6 jours. Comment vont-elles survivre? Personne ne semble s'en soucier. Environ 12 500 à 13 000 familles sont isolées dans ce village. L'eau atteint le plafond à de nombreux endroits. Les routes sont également emportées par les eaux.
Sport football à J-1 du premier choc des demi-finales de la Coupe du Monde 2026 France-Espagne. Les organisateurs mettent les bouchées doubles pour achever les derniers préparatifs au stade de Dallas, ayant subi les dernières retouches pour accueillir comme il se doit cette rencontre prévue demain à 20h, heure algérienne. Dans l'autre demi-finale, et après sa victoire 3-1 contre la Suisse, l'Argentine a entamé une période de récupération physique avant son match contre l'Angleterre le 16 juillet. Lors de la première séance d'entraînement de ses joueurs à Kansas City, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a décidé de ne pas aligner Lionel Messi ni aucun des titulaires habituels. Allez, parlons culture à présent en Algérie. Retour sur la quatrième soirée du 43e Festival culturel international de Timgad qui s'est distingué dans la nuit d'hier au nouveau théâtre de plein air par un dialogue entre chant chaoui et musique moderne dans une ambiance empreinte de ferveur créée par un public conquis qui a tout particulièrement apprécié des chansons interprétées par le groupe Monza de Mauritanie qui a émerveillé le public par sa performance exceptionnelle avant de confier la scène aux artistes algériens Moh Milano, Jam et Timoh. C'est la troisième fois que je monte sur scène du festival de Timgad. Par le passé, j'ai animé un concert avec Jmawi Africa, puis avec mon projet Jam, et là, je suis revenu avec mon frère Ptimouh. C'est une fierté, c'est comme un rêve. J'ai toujours voulu partager la musique avec mon frère qui m'a aidé à l'écriture des chansons que j'interprète. On s'entraidait. La maman nous a demandé de travailler ensemble. Et là, nous sommes dans ce festival de Timgad qui est à sa 43e édition. C'est déjà quelque chose. C'est un festival international qui permet des rencontres entre artistes algériens et étrangers. Ces rencontres sont importantes. On a quelque peu oublié la musique ces dernières années. Ces derniers temps, on constate un retour en force de la musique. J'annonce que le vendredi 17 juillet, nous allons animer un concert à Alger au Théâtre de Verdure pour fêter nos 22 ans de carrière musicale. Je produis des concerts et j'invite beaucoup d'artistes algériens qui sont à l'étranger et qui veulent se reproduire en Algérie. À partir de notre expérience, nous allons lancer le concept One Love qui regroupe plein d'artistes algériens. Ce festival aura lieu à Alger et la fin du mois de juillet et au début du mois d'août à Béjaïa avec Ali Amran, El Basta, Jam et Ptimouh et Wari Nishan. C'est un honneur d'être ici à Timgad. C'est un festival historique, effectivement, que je pense tout artiste souhaiterait, en tout cas, faire. Et c'est chose faite pour moi. Je suis très heureux et je pense que la Mauritanie serait fière de ça. Toujours en culture, la première édition du Festival algéro-africain du théâtre universitaire a débuté ce lundi au Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi, le TNA, à Alger, avec la participation de 16 pays africains. La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée par le ministre algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Amel Baddari, placé sous le slogan « L'Afrique se rencontre sur la scène du théâtre universitaire ». Cette première édition sera marquée par la présentation de pièces théâtrales en compétition officielle et hors compétition, ainsi que par des spectacles de théâtre de rue. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.